Bonjour et bienvenue pour ce Global Industrie 360. Alors nous allons démarrer avec Alexandre Sobo, le président de France Industrie qui s'installe derrière moi. Nous ferons le point sur l'actualité, nous parlerons de France 2030. Ensuite nous aurons un débat sur l'hydrogène, où nous verrons si l'hydrogène vert, la France peut devenir un leader ou pas. Et nous terminerons cette émission par une visite de champ du engrenage. Nous verrons de l'usinage, la rectification des traitements de surface sur des engrenages. Allez, nous allons rencontrer Alexandre Sobo. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Heureux de se retrouver à nouveau en plein milieu de ce second semestre. On va essayer de refaire le point comme d'habitude sur le marché, sur l'industrie. Déjà, est-ce que la production industrielle fin août, elle se porte comment? Est-ce qu'on est sur une tendance toujours haussière? On est stabilisé? Écoutez, on est sur des niveaux élevés, mais je pense qu'on est en plein dans cette période où les difficultés d'approvisionnement, les composants électroniques qui manquent et pas que, font plafonner un peu la production industrielle. Mais on est sur de niveaux élevés et globalement, l'activité industrielle en France en cette rentrée est équivalente ou supérieure à ce qu'elle était avant la crise dans beaucoup de secteurs. Alors j'ai vu qu'il y a une étude de Rexecode qui est sortie qui parle d'échanges extérieurs qui sembleraient difficiles. C'est le cas, on n'est pas équilibré forcément en échanges extérieurs. On a deux choses. D'abord, on a quand même un certain nombre de secteurs qui sont des forces de la France qui souffrent, même en sortir de crise. On peut parler de l'aéronautique, on peut parler du tourisme, de tous les gens qui venaient en France. Donc tout ça, quand même, ça pèse un petit peu. Et puis on a une deuxième chose, c'est qu'on a un fort rebond de l'investissement. Et avec, on le sait, même si Frédéric Sanchez travaille dur à la structuration d'une filière solutions industrie du futur, on a quand même encore des manques en termes de production de biens d'équipement en France. Et donc ce rebond de l'investissement se traduit aussi par un surcroît d'investissement. Et puis le dernier point, il faut accepter de se donner un petit peu de temps. On est en plein milieu des transformations profondes, du rebond de l'activité, des tensions. Donc il faut laisser un peu de temps pour que les spécialistes à l'INSEE ou ailleurs puissent se pencher sur les chiffres de 2021 pour faire des analyses forcément plus complètes et pertinentes que ce que je viens d'essayer de faire. Mais à vous écouter, les investissements repartent, c'est le principal. En fait, quelque part, ça continue. C'est une très bonne nouvelle sur notre capacité à produire en France à l'avenir, mais au moment où on fait les investissements, ça pèse un peu sur le commerce extérieur. Alors j'ai vu aussi dans l'étude de Rexecode qu'il y avait le prix du carbone qui a augmenté. On a des objectifs à 2030 de réduction du CO2. Est-ce qu'on va détenir ces objectifs? Écoutez, pour l'instant, on est sur la courbe, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que ça s'inscrive dans la durée. On voit bien qu'on a sur le prix de l'énergie, sur le prix du carbone, on a des fluctuations importantes. Là, on a un certain nombre de tensions qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles, qui se sont traduites par des très fortes hausses du prix du gaz, du prix de l'électricité. On a fait x3, x4, x6, suivant qu'on regarde le prix spot. Donc, il y a des vraies variations importantes. Comment ça s'inscrit dans la durée? Comment passer l'hiver avec un certain nombre de choses qui se stabilisent? Ça va se passer. C'est tout ce qu'il faut regarder de près. Mais de toute façon, il faut bien le voir, la transition écologique en matière d'énergie, c'est une augmentation des coûts. Et donc derrière, il y a toute la question de l'acceptabilité sociale. Et quand on voit l'agitation de tout le monde politique autour du prix de l'énergie, on voit bien que c'est des sujets sensibles. Donc il faut inscrire les évolutions dans les trajectoires qu'on souhaite, mais il faut en permanence veiller à l'acceptabilité économique et sociale de ce qu'on veut décider. Oui, et puis l'énergie, on l'a retrouvée il n'y a pas très longtemps pour l'annonce de France 2030. C'est un sujet qui est important. D'abord, avant de rentrer peut-être dans le détail, c'est important ce soutien du président de la République, en fait de l'État, au niveau de l'industrie. Écoutez, le soutien à l'industrie est fondamental puisque c'est dans l'industrie que vont se trouver les solutions techniques, l'innovation, la recherche, la capacité à concevoir les produits et les processus industriels de demain qui vont nous permettre de décarboner l'économie française en 1, européenne en 2 et j'espère mondiale rapidement, sans dégrader notre niveau de vie et sans remettre en cause notre modèle de croissance. Donc c'est absolument fondamental. Alors on va rentrer dans le détail un petit peu de ce plan. Moi j'ai noté que le président de la République a annoncé qu'il voulait un esprit commando, qu'il va annoncer qu'au mois de janvier, donc déjà c'est un commando pas très rapide pour le moment. Vous la voyez comment cette gouvernance, vous? Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde soit bien conscient qu'on est sur de l'innovation. On est sur des sujets où on ne connaît pas toutes les solutions, sinon on n'aurait pas besoin de soutien de l'État, on aurait déjà enclenché les choses. Et donc rien ne va se passer comme prévu. Et donc derrière l'idée de commando, il y a surtout l'idée de s'adapter en permanence au terrain et de se dire on avance à un endroit, on avance avec une idée, lesquelles marchent bien, il faut accélérer, il faut mettre des moyens, et puis il y en aura au milieu d'autres qui vont marcher moins bien, il faudra
arrêter de soutenir ou arrêter certains projets pour réallouer sur les projets qui fonctionnent et les projets qui donnent des résultats. Donc derrière l'idée de commando, il y a surtout l'idée de réactivité, c'est-à-dire comment on bouge vite. Et la deuxième, comment on est bien à l'écoute du monde économique, en particulier industriel, qui va être au cœur de la mise en œuvre de ces projets et qui sera le premier à nous dire « ça, ça marche, ça, on va y arriver, ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps que prévu ». Et ça, manifestement, c'est une voie sans issue parce que les solutions technologiques ne sont pas à l'échéance de temps de ce que le gouvernement souhaite ou de ce que le monde attend. Votre peur, c'est que ça devienne trop administratif quelque part ça devienne tout de suite quelque chose d'énorme et long à gérer, long, et c'est un peu ça. Vous savez, quand on est industriel, il ne faut pas avoir peur. En revanche, il faut identifier les risques et il faut faire des propositions pour qu'on les traite le plus tôt possible. Donc là, on est sur un sujet, le président l'a très bien dit la semaine dernière, d'innovation de rupture dans ses annonces sur le plan France Investissement 2030. Il faut être en situation de bouger, en situation de s'adapter parce que voilà, il y a des choses qui se passeront bien, d'autres qui ne se passeront pas comme prévu. Et donc, c'est l'identification du risque et la réflexion en amont sur la bonne façon de le traiter qui sont fondamentaux. Il a pas mal insisté d'ailleurs sur les startups d'un côté, les grands groupes de l'autre, qui peut-être ne collaboraient pas assez, avaient l'impression d'être concurrents, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout concurrents, il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble. Là, il y a l'huile à mettre un peu dans les rouages. Écoutez, je crois qu'il l'a très bien dit, dans ces périodes où on veut faire bouger les lignes, il faut aller chercher et soutenir l'innovation où elle se trouve. Donc il y a de l'innovation dans les grands groupes, il y a de l'innovation dans les ETI, il y a de l'innovation dans les PME, et il y a évidemment plein d'innovations dans les startups. Maintenant, si on veut réindustrialiser le pays, une start-up qui contribue à la réindustrialisation du pays, c'est une start-up qui réussit et qui industrialise en France. C'est Insect qui construit dans le nord de la France une grande usine pour faire ses protéines à base d'insectes et sa nourriture animale. C'est un formidable projet, mais on voit bien que c'est à cette étape-là qu'on aura un effet tangible au-delà de l'innovation sur la vie quotidienne de nos concitoyens et sur l'objectif de réindustrialisation qui va avec. Donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. D'ailleurs, on en est tellement convaincu à France Industrie qu'on avait créé un club de start-up, qu'on a une charte avec les grands groupes pour essayer de clarifier les relations, qu'on discute avec la BPI sur la bonne façon de les accompagner. Parce qu'on sait très bien que dans l'industrie, métier capitalistique s'il en est, c'est le passage de la start-up à l'entreprise industrielle qui est le moment clé. Évidemment, il faut faire de l'innovation, il faut avoir des idées et il faut qu'on ait les bonnes, mais il faut ensuite enclencher et il faut tout faire pour que la réalisation industrielle se passe en France. C'est ça le défi. Oui, ça a souvent été notre difficulté, c'est de ne pas être capable de passer l'étape supérieure. C'est des gros investissements, c'est donc des outils de financement, c'est des gens qui prennent des risques. Quand vous avez construit l'usine, si le produit n'est pas là, vous avez quand même beaucoup de pertes. C'est quand même effectivement des enjeux pas du tout anodins. Le président annonce également 2 millions de véhicules électriques, ça c'est une volonté, quelque part un peu théorique en poussant les entrepreneurs à y aller, mais est-ce qu'on a encore des gaps de compétitivité à atteindre pour en fait qu'on soit rentable pour faire ces 2 millions de véhicules en France? Il y a déjà une première chose, 2 millions de véhicules en France, on les a faits. Et on en a même fait sensiblement plus il y a quelques années. Donc ce n'est pas un sujet de capacité. On a les compétences, on a les usines, on a les industriels qui sont présents en France. Donc déjà, ce n'est pas une utopie, c'est un objectif tout à fait atteignable. Après, il y a une condition qui est dans votre question en filigrane, c'est il faut produire des voitures compétitives. Donc là, on a deux sujets. On a un sujet, aujourd'hui, la voiture électrique est sensiblement plus chère qu'une voiture à moteur thermique de performance équivalente. Donc, est-ce que les Français sont prêts à payer? C'est tous les outils de prime et de soutien. À quelle vitesse est-ce que les industriels sont capables de faire baisser le prix d'un véhicule électrique, avec derrière plein d'enjeux d'innovation et des gaps qu'on ne sait pas tous résoudre et réduire aujourd'hui. Et puis la deuxième, c'est de continuer à travailler sur la compétitivité, c'est continuer à travailler sur la compétitivité du site France, parce qu'il faut que les voitures, si on veut les faire en France, elles ne soient pas plus chères que celles qu'on fait dans les autres grands pays d'Europe pour commencer. Et puis demain, on sera en concurrence avec la Chine, les États-Unis et toutes les grandes zones industrielles du monde. Donc, comme toujours. Donc là, il va falloir poursuivre les gains qui ont été faits sur les taxes, sur un certain nombre de choses. On l'a bien dit à France Industrie, ça fait partie des réflexions. Vous savez que la présidentielle approche, donc on réfléchit à tout ça, on commence à réfléchir à des briques du programme, et c'est clair que la baisse des impôts de production qui a été décidée dans le plan de relance est un premier pas significatif dans la bonne direction. Le constat qu'on fait tous les jours, c'est qu'il va falloir le poursuivre. Et je pense que la question de nos 2 millions de voitures électriques compétitives,
sera une bonne occasion d'avoir un cas d'école pour voir ce qu'il faut continuer à faire et de quoi a-t-on besoin pour que ces voitures soient compétitives. Sinon, on ne les fera pas longtemps en France. Vous avez parlé des élections présidentielles, donc ce France 2030, en fait, c'est un peu un préambule. Est-ce que France Industrie va travailler pour, je sais pas, faire une best list, expliquer un peu à tous les candidats ce qu'ils veulent faire sur l'industrie, quelle est leur volonté? Ils vont tous nous dire que c'est important, mais comment on va pouvoir trier un petit peu? France Industrie travaille depuis le début de l'année sur tous ces sujets. Qu'attendent de la présidentielle qui arrive dans quelques mois? Quelles pourront être nos priorités? Ce travail a été fait en interrogeant des experts, en écoutant tous nos adhérents, fédérations, entreprises. Le travail touche à sa fin avec la consolidation d'un certain nombre de propositions, l'élaboration de documents de synthèse. Tout ça sera mis dans le débat public d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine pour être en phase avec l'actualité politique. Mais il est bien évident que des sujets comme le soutien à l'investissement, la transition écologique et numérique évoqués par le président seront des sujets au cœur de nos préoccupations, comme la compétitivité de nos entreprises industrielles et bien sûr comme le sujet des compétences, parce que pour faire tout ça, si on a l'engagement des industriels, le soutien de l'État, les mesures de compétitivité, on va être capable de faire plus. Ce qui serait sans doute le plus désespérant, c'est qu'on n'ait pas les hommes, qu'on n'ait pas les ressources en compétences pour qu'on transforme cet engagement collectif et cette capacité à faire en réussite industrielle et en réindustrialisation du pays. Donc il faut s'attendre d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, si j'ai bien compris, à avoir quelques informations sur le sujet. Écoutez, on va continuer à travailler et on partagera ça avec... Alors, juste pour terminer, le président de la République aussi a parlé, il a démarré avec le nucléaire, qui est un retour en grâce quelque part, et puis en deuxième, il a parlé d'hydrogène en disant qu'il voulait que la France devienne le leader de l'hydrogène vert. Jouable? Bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en matière d'énergie, aujourd'hui, à part le nucléaire historique de la France, l'énergie décarbonée, ça coûte plus cher que l'énergie carbonée. Et c'est le cœur du problème, puisque une solution plus chère, si on ne trouve pas des mécanismes d'incitation ou de compensation, assez rapidement, le client, il n'est pas très intéressé, parce que vous détruisez du pouvoir d'achat, vous détruisez de la compétitivité. Et donc, on voit bien que l'engagement sur le nucléaire, nouvelle génération, comme les petites centrales, les SMR, dont on parle, mais de l'autre côté, il y a évidemment les EPR. Et en face de ça, l'hydrogène comme outil de stockage, de gestion d'une mobilité décarbonée, qu'on n'arrive pas bien à gérer avec des batteries et avec juste de l'électricité, sont des sujets clés pour répondre au double enjeu qui est je décarbone l'économie, donc je produis moins de CO2 dans la fonction mobilité, dans un certain nombre de fonctions autour de l'énergie, et puis deuxièmement, je continue à satisfaire les besoins fondamentaux de nos concitoyens. N'oublions pas que se déplacer est une liberté fondamentale, et il est inenvisageable que la décarbonation de l'économie se traduise par une limitation de nos concitoyens et de la liberté de nos concitoyens à se déplacer. Donc, c'est tout ce dilemme, ou en tout cas, c'est pas contradiction, mais difficulté qu'il faut résoudre. Et la conviction qu'on porte à France Industrie, c'est que c'est par l'innovation, c'est par l'intelligence de nos industriels, de nos chercheurs, c'est par l'engagement de l'État et de tout le monde qu'on arrivera à apporter les solutions et qu'on les réalisera en grande partie en France. Des hydrolyseurs, la fabrication d'hydrolyseurs, l'adossement de ces équipements à des centrales nucléaires pour produire en grande quantité de l'hydrogène, mais c'est aussi la construction de réseaux pour amener l'hydrogène aux bons endroits. Tous ces sujets sont fondamentaux pour réussir une transition écologique qui s'appuie sur l'innovation et l'industrie et qui permettent au monde de demain de répondre aux attentes légitimes et fondamentales de nos concitoyens. Écoutez, je vous remercie. Je suis sûr que vous allez suivre le débat qui s'enchaîne. On va parler d'hydrogène, on va parler des technologies, on va parler des atouts, des opportunités d'ailleurs pour des sous-traitants aussi, parce qu'il n'y a pas que les sous-traitants de rang 1, il y a aussi plein d'entreprises françaises qui attendent de faire du business avec l'hydrogène. Donc je suis sûr que vous allez suivre ce débat. Merci Alexandre Sobo. Plaisir, merci à vous. Et on se retrouve à la rentrée prochaine où alors on va découvrir plein de choses et on va essayer de pousser les candidats à la présidentielle à parler d'industrie et à s'y intéresser encore plus. Exactement. Merci à vous. Merci. Bonjour et bienvenue pour ce débat au cours duquel nous allons parler hydrogène, sujet au cœur de France 2030 annoncé il y a quelques semaines par le président de la République. Alors, il souhaite un hydrogène vert et pas question de produire cet hydrogène décarboné avec des équipements fabriqués en Chine, comme on a pu le voir avec l'énergie photovoltaïque. Alors, est-ce faisable? Quelles technologies, quels atouts, quelles opportunités pour les industriels? Et enfin, sommes-nous en ordre de marche? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités.
J'accueille Christelle Verquin, qui est déléguée générale de France Hydrogène, l'association qui réunit les divers acteurs de la filière. Christophe Schramm, VP stratégie marketing et produits chez Symbio, l'un des acteurs de l'hydrogène détenu par Michelin et Faurecia. Et Alexis Gazo, partenaire Climate Change and Sustainability Services chez EY, Ernst & Young, cabinet que l'on ne présente plus. Alors, j'ai découpé cet échange en 6 parties. Quelques explications techniques pour démarrer. L'hydrogène, pour quelles applications? La place de la France dans le monde, nos forces et nos faiblesses. Quels apports publics, quels apports de l'État? Et puis, quelles compétences? Donc, pour la première partie, explication technique, Christelle Verquin, je pense que vous êtes la mieux placée au nom de France Hydrogène. On a bien compris qu'il y avait une souveraineté énergétique qui était importante. L'hydrogène semble apporter une réponse. J'aimerais bien savoir, d'une part, pourquoi. Parce que c'est en fait, quelque part, c'est pas une technologie totalement nouvelle. Bonjour à tous et merci pour cette question. En fait, ce qu'il faut peut-être commencer par rappeler, c'est que l'hydrogène répond à plusieurs enjeux. Ça répond d'abord à l'enjeu au défi climatique. Le sujet, c'est la neutralité carbone à 2050 et comment on y arrive. Et on considère que l'hydrogène renouvelable et bas carbone, je reviendrai après peut-être sur les termes qu'on emploie, constitue un levier pour décarboner un grand nombre de secteurs de l'économie. Et puis, souveraineté énergétique, vous l'avez dit, l'enjeu, c'est de réduire notre dépendance et de sortir des énergies fossiles, évidemment. Et dans ce contexte-là, il faut un mix énergétique diversifié. Et donc, en fait, ce qu'on considère, nous, c'est que l'hydrogène conjugue à la fois transition énergétique et opportunité industrielle, réindustrialisation du territoire. Et c'est en ça que ça constitue un intérêt qu'on constate de côté français, du gouvernement français, mais également dans une dynamique européenne et mondiale. Voilà. Alors justement, on parlait de différentes. On a des couleurs des fois. Bon, je sais que c'est des fois pas très apprécié. On parle de gris pour le charbon, de bleu, de vert, de jaune. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit bilan sur le type d'hydrogène? Parce que c'est vrai que si c'est produire de l'hydrogène avec du charbon, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, effectivement, on se rappelle que le président Macron a dit qu'il fallait que la France soit le leader de l'hydrogène vert. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vert? On ne jure que par le vert. Nous, chez France Hydrogène, on défend plutôt l'idée qu'il faut arrêter de parler de couleurs parce que ça embrouille tout le monde, ça recouvre différentes réalités. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on soit le leader de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. Voilà. Alors, le renouvelable, c'est produit à partir d'une source d'énergie primaire renouvelable, puisque comme vous le savez, l'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, c'est un vecteur énergétique. Comme l'électricité, il faut le fabriquer. Donc, en fonction de la source d'énergie primaire utilisée pour sa fabrication, eh bien, l'hydrogène est plus ou moins vertueux. Donc, quand il est produit à partir d'une énergie primaire renouvelable, que ce soit de la biomasse ou de l'électricité, si on veut fabriquer à partir d'électrolyse, on peut parler d'hydrogène vert. Quand on utilise du biogaz également, mais quand on utilise notre électricité du réseau français qui est très décarboné grâce à l'électricité nucléaire, on est aussi dans le bas carbone. Quand on fabrique également, selon des technologies traditionnelles de vaporeformage de gaz naturel, mais qu'on capte et qu'on stocke le CO2, on est également dans ce qu'on appelle le bas carbone. Le bas carbone, nous, on le définit comme en fait un hydrogène qui est produit de manière vertueuse au sens où il ne dépasse pas un seuil d'émission de CO2 par kilo d'hydrogène produit. En l'occurrence, ce seuil, il est défini dans la taxonomie verte au niveau européen et il dit que une activité est considérée comme durable si elle ne dépasse pas 3 kg, enfin si l'hydrogène produit ne dépasse pas 3 kg de CO2 équivalent par kilo d'hydrogène. Et les technologies que j'ai évoquées là, les différentes technologies, SMR plus captage et séquestration du CO2, électrolyse à partir du réseau français ou du nucléaire, etc., sont des technologies d'hydrogène bas carbone et en ce sens vertueuses. Voilà, j'espère que c'est clair. On essaie de clarifier. En fait, notre objectif, ça va être de faire soit avec du renouvelable, parce que de toute façon, le renouvelable, on n'en a pas assez. Déjà, aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène depuis quand même quelques années, je ne sais pas combien de centaines de milliers de tonnes, mais est-ce qu'il est vert déjà? Est-ce que déjà on a la capacité de le verdir, cet hydrogène-là? Alors, l'objectif, c'est quand même bien que l'hydrogène participe à l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. On le voit puisqu'il permet de répondre à l'intermittence des énergies renouvelables et d'une manière générale, tout le monde tend
au déploiement des énergies renouvelables. Donc, l'idée, c'est vraiment bien quand même de produire de l'hydrogène à partir de sources renouvelables et de favoriser notamment la production par électrolyse. C'est le souhait du gouvernement français et évidemment, on est tout à fait favorable. Nous, ce qu'on a regardé, c'est le bilan prévisionnel du RTE à 2030 qui intègre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ce qu'on voit, c'est que la production électrique telle qu'elle est prévue, de ces différentes sources, notamment renouvelables, permet de répondre aux besoins de production d'hydrogène. Donc, on va avoir besoin d'une consommation électrique de 37 à 60 TWh d'électricité pour produire d'ici l'hydrogène dont on a besoin selon les consommations identifiées à 2030. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si on se basait que sur les nouvelles capacités d'électricité renouvelable installées chaque année, là, effectivement, selon les scénarios les plus ambitieux qu'on voit, on voit bien que l'installation de nouvelles capacités renouvelables pose question. En effet, le rythme en France n'est pas suffisant par rapport même aux objectifs qu'on s'était censément fixés. D'où la transition peut-être par du nucléaire ou par d'autres technologies en attendant. De toute façon, on ne va pas arriver aujourd'hui à produire tout l'hydrogène. Il faut savoir qu'on utilise déjà aujourd'hui en France près d'1 million de tonnes d'hydrogène par an, un peu moins, autour de 800 000 tonnes d'hydrogène par an en France, majoritairement produit selon des techniques traditionnelles de vaporeformage de gaz naturel. Aujourd'hui, on ne pourrait pas substituer d'un seul coup l'ensemble de cette production, de cette consommation d'hydrogène par de l'hydrogène vert ou à partir de renouvelables. Donc, il faut une transition. L'idée, c'est que cette transition, elle soit la plus rapide possible, mais l'enjeu, c'est de produire massivement de l'hydrogène renouvelable et bas carbone pour faire baisser les coûts de production de cette molécule afin qu'elle puisse se substituer à l'hydrogène d'origine fossile qu'on utilise aujourd'hui, qui est considérablement moins cher. Mais il y aura une transition. Ok, moi je pense qu'on a bien cadré un petit peu le sujet. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie. En fait, ce sont les applications, parce que c'est bien cet hydrogène. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a pour moi trois grandes familles d'applications. Alexis Gazeau, je me tourne vers vous. Vous avez fait pas mal d'études sur le sujet, une chez l'ADEME, à France Hydrogène, etc. Vous en avez fait plusieurs. La première que j'ai notée, moi, c'est l'hydrogène pour l'industrie. Est-ce que vous pouvez un peu nous la détailler? On a l'impression que c'est pour l'industrie métallurgique, mais j'imagine que non. Quel est le business là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, Christelle, effectivement, a mentionné le fait qu'on utilise aujourd'hui déjà beaucoup d'hydrogène. Elle a parlé de 800 000 tonnes en France. Donc, effectivement, l'hydrogène, c'est quelque chose qui est déjà utilisé. On a dit que cet hydrogène, aujourd'hui, c'est plutôt l'hydrogène produit de manière traditionnelle, donc plutôt l'hydrogène gris. Et donc, l'une des questions, c'est de dire, par rapport à cet hydrogène qui est déjà produit et utilisé, comment est-ce qu'on fait la transition vers l'hydrogène vert? Alors, cet hydrogène qui est utilisé aujourd'hui, c'est très, très, très majoritairement dans l'industrie. C'est 96% dans l'industrie. Donc aujourd'hui, il y a déjà une utilisation massive d'hydrogène dans le secteur industriel. Et l'enjeu, c'est bien de verdir en quelque sorte cet hydrogène qui est déjà utilisé. Ce n'est pas un enjeu technique, c'est essentiellement un enjeu économique. Et donc dans l'industrie, alors c'est un petit peu la métallurgie, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans la chimie, dans le raffinage notamment. Qu'on a des très grosses consommations. Il y a d'autres secteurs également. Mais un point qui est important, c'est qu'on voit apparaître des nouveaux secteurs qui vont utiliser beaucoup d'hydrogène décarboné potentiellement, notamment le secteur de la sidérurgie, le secteur de l'acier. Et on voit déjà des projets massifs qui se développent dans différents pays européens, Europe du Nord, Espagne, etc. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et on voit qu'effectivement, il y a un énorme potentiel sur la sidérurgie qui se met en place. Il y a d'autres secteurs, le verre, le ciment, etc., dans lequel on voit aussi des potentiels. Donc ça c'est vraiment, je dirais, un enjeu massif, l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Ces industries, est-ce qu'elles sont prêtes à passer à de l'hydrogène vert? Parce qu'en fait, il est quelque part plus cher. Comment les inciter? Comment faire? Oui, vous mettez le doigt sur le sujet. C'est-à-dire que eux, en résumé, leur position, c'est de dire si j'ai de l'hydrogène vert au même prix que l'hydrogène gris dont je me sers actuellement, aucun problème, je passe à l'hydrogène vert. Donc l'enjeu, c'est bien effectivement de pouvoir combler quelque part cet écart de coût que l'on a aujourd'hui. Alors par rapport à ça, il y a différentes réflexions, différents instruments qui se mettent en place. Il y a le fait de pouvoir soutenir l'investissement, donc c'est les subventions sur les CAPEX à destination des industriels. Le plan de relance par rapport à ça, en France et ailleurs en Europe, y contribue beaucoup. Et il y a un certain nombre d'instruments au-delà du plan de relance qui ont été mis en place pour aider donc cette logique de subventionner
des projets qui sont des projets pilotes, des projets démonstrateurs, mais aussi voilà, des projets qui ont une taille importante. Il y a la question d'avoir un soutien tarifaire également, qui est un point de réflexion. Et puis après, il y a également d'autres incitations, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire nous, on voit beaucoup d'industriels qui viennent nous voir en disant j'ai une stratégie de décarbonation de mon process, l'hydrogène décarboné va être central dans cette stratégie, donc il faut que je m'y mette. Et par rapport à ça, ils ont évidemment dans un coin de la tête la question du prix du carbone, que vous le savez, pour les secteurs qui sont assujettis au schéma européen de trading du carbone, l'EU ETS, effectivement, la sensibilité au prix du carbone, qui est très élevée en ce moment et qui ne va peut-être pas baisser tout de suite, est un enjeu également très important. Ok. Alors, ça, c'est la première partie, l'hydrogène, en fait, pour l'industrie. Il y a un deuxième gros marché qui est quand même l'hydrogène pour la mobilité. J'ai noté dans une de vos études qu'un kilo d'hydrogène contient autant d'énergie que 3 kilos de pétrole. Alors, on se dit, youpi. Ce marché-là, est-ce qu'il est également important? Et puis, quelque part, même question, il va se retrouver où? Dans les petites voitures, dans les navires, dans les bus, dans les camions? C'est quoi ce marché de la mobilité? Alors, autant sur l'industrie, on parle beaucoup finalement d'une question de transition entre des usages d'hydrogène gris vers l'hydrogène vert, si je simplifie à outrance. Autant dans la mobilité, on parle essentiellement de nouveaux secteurs, c'est-à-dire de secteurs où aujourd'hui, effectivement, il faut effectivement voir quelles sont les potentialités de pénétration d'utilisation d'hydrogène dans la mobilité, donc souvent avec une pile à combustible, mais pas uniquement. Et là-dessus, effectivement, ce que l'on voit, c'est avant tout sur les segments de la mobilité lourde qu'il se passe beaucoup de choses. Effectivement, sur des utilisations qui vont nécessiter une forte puissance, des distances longues, etc., on voit que l'hydrogène répond très bien finalement aux demandes des utilisateurs. Donc, c'est des utilisations comme effectivement les camions bennes à ordures qui vont pouvoir se recharger au même point chaque jour. Ça peut être des bus, on voit qu'il y a un certain nombre de projets de bus. Ça va être effectivement de plus en plus les poids lourds. C'est dès aujourd'hui sur tout ce qui est monte-charge et plus généralement des engins de manutention lourde, de logistique lourde, par exemple logistique portuaire, etc. Et puis on voit que demain, ça va se développer de manière très très forte sur des segments comme le fluvial, le maritime, l'aéronautique évidemment, mais à plus long terme. Et puis, sur la mobilité des particuliers, on a déjà beaucoup de choses qui se font sur les véhicules utilitaires légers. On voit que sur le particulier, ça va sans doute exploser, peut-être un peu plus tard, peut-être après 2025. Et nous, ce que l'on anticipe, c'est qu'entre maintenant et 2030, on va faire x10 en termes d'utilisation de l'hydrogène décarboné dans la mobilité en France. Ok, justement, vous m'ouvrez le chemin pour donner la parole à Christophe Schramm de Symbio. Parce qu'en fait, c'est un peu son marché aujourd'hui. Moi, j'ai noté une autonomie de 300 km en électrique contre 500 avec une pile à combustible. 1 heure pour charger d'un côté, 4 minutes de l'autre, 300 kg d'un côté, 150 de l'autre. Enfin, visiblement, il n'y a que des avantages. Alors déjà, Christophe, quelques mots sur Symbio, rapidement, déjà pour vous situer. Bonjour tout le monde. Alors en effet, Symbio, c'est une start-up devenue, je dirais aujourd'hui ETI, équipementier automobile. Nous avons commencé en 2010 en tant que start-up à notamment faire du rétrofit de Renault Kangoo, le petit véhicule utilitaire que vous connaissez, des versions électriques auxquelles on a ajouté une petite pile à combustible qui a permis d'augmenter l'autonomie. C'est ça qui a fait un peu la réputation de Symbio. Et puis sont arrivés effectivement nos grands actionnaires, d'abord Michelin à partir de 2014 et en 2019, la création de la JV avec Forestia. Depuis, l'histoire s'accélère, je dirais, très rapidement, avec une entreprise qui est passée de 50 employés à 400 aujourd'hui, tendance croissante fortement, avec les premiers programmes qu'on a pu engranger. Je cite notamment celui avec Safra dans les bus et avec Stellantis dans les véhicules utilitaires légers. Donc, on se positionne aujourd'hui comme un équipementier automobile de rang 1 qui fournit des systèmes, qui développe, produit et commercialise des systèmes de piles à combustible. Alors, comme vous êtes dans une partie un peu d'un écosystème, vous avez cité avec Stellantis et d'autres, qu'est-ce qui freine aujourd'hui? C'est plutôt le côté constructeur, le côté distributeur, enfin c'est toute une chaîne, donc s'il y a une partie qui un peu, et on peut comprendre, ils ont tous investi dans l'électrique, donc c'est peut-être compliqué d'investir dans l'hydrogène. Comment ça se passe sur cette chaîne? Il y a des leaders, des monteurs?
tu peux dire? Je pense qu'il y a clairement des acteurs qui ont investi dans l'hydrogène depuis très longtemps. Je pense qu'on peut les citer et d'ailleurs reconnaître le grand effort qui a été fait, notamment par des acteurs comme Toyota ou Hyundai qui ont investi ce champ, qui promeuvent cette technologie depuis des décennies, on peut dire. Par contre, aujourd'hui, quels sont les freins au développement? Je pense qu'il y a d'abord un besoin rapide, effectivement, de démontrer la performance et de réduire les coûts des systèmes de piles à combustible. Ça, c'est ce à quoi nous, on s'attelle. Et puis, bien sûr, comme vous le disiez, toute la chaîne de valeur autour doit s'organiser. Notre maison mère, Forestia, elle, investit le système de réservoirs. Mais nous avons aussi besoin, bien sûr, d'infrastructures de recharge et nous avons besoin de constructeurs qui sont prêts à passer à cette technologie. Stellantis est un excellent exemple, mais on voit que beaucoup d'autres commencent à regarder, notamment parce que on se rend compte que pour vraiment décarboner l'intégralité du transport, il faudra les deux. Il n'y a pas de question de concurrence entre batterie et piles à combustible, c'est de la complémentarité. Et sur les secteurs sur lesquels nous, on se positionne, que ce soit donc le véhicule utilitaire, le bus ou le camion, il y aura une part d'hydrogène, c'est indéniable, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. On est probablement un peu en avance sur le VUL. Donc, avec Stellantis, je pense que c'est le premier véhicule utilitaire de série au monde qui va sortir dans les prochaines semaines. Les choses sont probablement moins avancées sur le poids lourd. D'accord, merci. Bon, on reviendra après sur différents détails. On a vu donc deux grandes parties, industrie, mobilité. Christelle, je me tourne vers vous, Christelle Berquin. En fait, il y a peut-être une dernière utilisation de l'hydrogène, c'est tout ce qui va être stockage. En fait, c'est peut-être un moyen aussi d'utiliser du renouvelable lorsqu'on n'en a pas besoin, en fait, de stocker cette énergie. Oui, effectivement, en deux mots, hein, on se rend bien compte que l'enjeu, c'est de développer les renouvelables, mais qu'on a un problème sur leur intermittence. Et effectivement, transformer l'électricité produite par les renouvelables en hydrogène, ça permet de les stocker en très grande quantité et de manière intersaisonnière afin de restituer l'énergie, effectivement, quand on en a besoin. Après, l'idée au-delà, hein, c'est la production d'énergie aussi hors réseau. Si on pense aux zones non interconnectées, aux sites isolés ou aux besoins en termes de stockage temporaire d'énergie, de remplacer des backups électrogènes, etc. On voit qu'il y a beaucoup d'applications alors qui vont du stockage massif à du stockage temporaire et qui permettent de répondre à des besoins de verdissement tout en répondant aux problèmes que posent les renouvelables. Ok, alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, en fait, quelle est la position de la France, et puis regarder un peu nos forces et nos faiblesses. C'est vrai que pour un béotien, quand on voit des noms français comme Total Énergie pour la distribution, du Air Liquide, du Symbio, dont on vient de parler, des EDF, Engie, Michelin, Forestia, Plasticonium, on se dit qu'on va être les leaders de ce nouveau pétrole. Donc Alexis, et je me tourne vers vous, comment se situe la France par rapport au monde, par rapport à l'Allemagne, peut-être par rapport à l'Europe, par rapport à la Chine, aux US, au Japon, très rapidement, puis on rentrera après peut-être par chaîne de valeur. Oui, alors bon, c'est effectivement intéressant de regarder ce qui se passe parce que on voit qu'il y a énormément de pays qui ont mis en place ou sont en train de mettre en place une stratégie hydrogène vert ou décarboné. Donc on voit qu'il y a énormément de dynamisme là-dessus. Le Canada, le Chili, enfin voilà, beaucoup de pays ont annoncé effectivement des ambitions très très fortes en la matière. La France a été assez précurseur, parce que finalement, avec le plan Hulot, d'abord, qu'on a eu il y a quelques années, qui n'était pas d'une ampleur comparable à ce qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que quand même la France est positionnée assez tôt sur le sujet. On a aujourd'hui un plan qui est très ambitieux à l'échelle internationale, ce fameux plan de 7 milliards qui avait été annoncé dans le cadre du plan de relance. C'est l'un des plus importants qui est annoncé en termes d'investissement. Alors, vous avez parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, elle, parle de 9 milliards avec une cible d'avoir, en termes de capacité d'électrolyse, 5 gigawatts en 2030 et ensuite
10 gigawatts en 2040, ce qui est un peu plus loin que notre objectif qui est en France, qui est de 6,5 d'ici 2030. Donc, on voit que ce sont des ordres de grandeur comparables, mais qui est une ambition très forte côté allemand. Je pense que côté allemand, il y a également quelque chose qui est évidemment important, c'est qu'il y a une industrie, il y a un tissu industriel allemand très fort. Aujourd'hui, on consomme plutôt 2 fois plus d'hydrogène en Allemagne qu'en France, dans les très très grandes masses. Et donc, ça explique notamment le fait que l'on voit, dans le cadre des projets d'hydrogène dans l'industrie, des projets de taille peut-être plus importante en Allemagne. C'est une impression de ma part, je ne suis pas sûr que c'est valeur scientifique. En tout cas, je trouve qu'il y a des projets de taille très importante en Allemagne que l'on voit apparaître dans la chimie et dans d'autres secteurs. Ces projets, ils sont financés comme en France aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup d'aides publiques et notamment d'aides publiques européennes, parce que la réalité du marché, c'est qu'effectivement, on a besoin de soutien public pour pouvoir arriver à faire émerger rapidement cette filière et arriver à rapidement passer des effets d'échelle qui vont permettre à l'hydrogène vert ou décarboné d'atteindre une compétitivité. Donc, globalement, en France, on a des ambitions fortes. On a à peu près 200 entreprises, mais bon, Christelle, tu me corrigeras, qui sont de près ou de loin impliquées dans la filière hydrogène, ce qui est très important. On a différents acteurs qui sont soit de taille importante, des énergéticiens, des acteurs de la filière automobile, également des plus petits équipementiers de la filière qui y participent. Donc, on a beaucoup d'atouts, mais voilà, on n'est pas les seuls. Et effectivement, la course s'annonce assez dense. On a parlé de l'Allemagne, on peut parler du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine. Voilà, donc il y a l'Angleterre. Donc voilà, il y a beaucoup effectivement de concurrents, on va dire, sur la ligne de départ, mais la France a de vrais atouts. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, justement. Moi, j'ai 4 grandes parties: la production, le conditionnement, la distribution, l'utilisation industrielle et puis la mobilité. En fait, j'ai essayé de découper un petit peu. Donc, déjà, sur la partie production de l'hydrogène, tout ce qui va être électrolyseur, centre de vapoformage, etc. Là, quelles sont nos forces et faiblesses, rapidement? Alors, pardon, pour être bien clair, ce qui vous intéresse, c'est notre force et faiblesse en termes de capacité à produire des équipements. Oui, tout à fait. La compétence de la France à ce niveau-là, est-ce qu'on est capable de produire les équipements? Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce que c'est là-dessus qu'on a des faiblesses ou c'est nos forces? Si vous voulez, on a des acteurs qui sont positionnés effectivement comme équipementiers effectivement sur effectivement des différentes technologies d'électrolyse, sur également des technologies qui ne sont pas d'électrolyse, il n'y a pas que l'électrolyse, mais sur des choses comme la thermolyse, etc., qui vont également pouvoir produire de l'hydrogène décarboné. Donc, on a clairement un certain nombre d'acteurs qui sont bien positionnés. Après, ce sur quoi il va falloir être attentif, c'est la capacité de ces acteurs à passer une étape réellement industrielle. C'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement on passe d'une entreprise qui va faire aujourd'hui 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires à une entreprise qui est capable de développer et d'exploiter des gigafactories d'équipements pour être dans la course mondiale. Cet enjeu de scale-up industriel, il est majeur, puisqu'on voit que de l'autre côté du Rhin, on a des acteurs comme Siemens, ThyssenKrupp, qui sont déjà des acteurs industriels très importants qui se positionnent sur ces sujets. On a en Chine, on a parlé des acteurs qui sont aussi capables d'aller assez vite en termes de baisse de coûts de production des électrolyseurs. Donc, voilà, on a en France des acteurs qui sont bien positionnés aujourd'hui, mais qui ont un très fort enjeu de scale-up industriel. Vous savez, on dit souvent qu'en France, on est très fort pour chercher, pour trouver, mais moins pour industrialiser. Là, sur l'hydrogène vert, si on veut rester dans la course, il va falloir le démontrer. Vous avez le même bilan au niveau tout ce qui est conditionnement, distribution, c'est-à-dire les équipements de compression, de stockage, les camions, réservoirs, compresseurs, sur cette partie-là, c'est pareil, c'est peut-être la même problématique. Alors, oui, c'est un petit peu la même problématique avec là aussi pas mal d'acteurs nord-américains qui se positionnent sur ces sujets. Certains de ces acteurs nord-américains, d'ailleurs, investissent dans nos pépites françaises. Je pense à Chart Industries, qui est un spécialiste notamment de la compression et de la liquéfaction, qui a investi dans McPhy, qui est un producteur français d'électrolyseurs. Donc, on voit qu'il y a évidemment des passerelles, des alliances qui se mettent en place. Mais oui, j'ai envie de dire que là-dessus, on est aussi dans une phase un peu de structuration du marché où effectivement, on a des cartes à jouer, mais je le répète, la compétition mondiale est dense.
Et si on regarde sur la mobilité, Christophe Schramm, je me tourne vers vous, cette vision sur l'état de la France dans le domaine de la mobilité, la fabrication des piles à combustible, comment ça se situe vis-à-vis de vos concurrents? Pas uniquement vous d'ailleurs, mais le marché France, quoi. Je pense que, comme le disait Alexis, l'annonce du gouvernement, la stratégie nationale a fixé un niveau d'ambition très élevé. Ça crée bien sûr l'attractivité aussi du marché français. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on n'a pas à se plaindre certainement. Maintenant, quand on regarde l'écosystème de la mobilité, les industriels qui se développent sur ce segment, oui, la concurrence est déjà rude. Je confirme là aussi ce que disait Alexis. Il y a beaucoup de candidats sur la ligne de départ. Donc peu d'élus, on pense, d'ici 2030, et donc on est nous engagés effectivement déjà dans une course à l'industrialisation, à la baisse des coûts rapide pour justement rester ou être parmi ceux qui d'ici 5-10 ans seront des leaders mondiaux. Donc ça, c'est clair. Je pense que ça vaut pour la pile à combustible. Ça vaut peut-être à moindre degré parce que la concurrence n'est pas tout à fait aussi forte pour le réservoir. Et donc, il y a des enjeux très importants dans ce domaine. Et ça veut dire que chez vous, quand vous parliez du nombre de salariés aujourd'hui, enfin d'employés, 400 si j'ai bonne mémoire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chercheurs. Aujourd'hui, tout votre travail, c'est plutôt dans la recherche. Et comment vous faites avec des startups? Il y a beaucoup de startups, vous en incubez, comment ça se passe? Alors, nous, effectivement, on a été nous-mêmes start-up, donc on a gardé un peu de cet ADN. Aujourd'hui, sur les 400 personnes qui travaillent chez Symbio, il y en a probablement 300 qui sont dans la recherche, le développement et l'ingénierie, parce que c'est vraiment ça le cœur de notre activité aujourd'hui, développer et optimiser des systèmes. On a maintenant une part grandissante de notre effectif qui est dans la production. On démarre avec une usine pilote à Vénissieux, qui est déjà opérationnelle, et on prévoit le déploiement ensuite vers on peut probablement l'appeler une gigafactory, normalement à partir de fin 2023, qui sera elle aussi au sud de Lyon, à Saint-Fond, et qui devrait être parmi les plus grandes usines en Europe de ce type. Donc oui, aujourd'hui, très fort effort de R&D, et progressivement passage à un profil vraiment plus d'acteurs industriels. On va revenir sur ces aspects de Gigafactory, justement avec Christelle Verquin, je me tourne vers vous. On va passer sur la partie un peu aide de l'État. On a entendu le ministre Bruno Le Maire ou le président de la République dire qu'il voulait que la France devienne leader de l'hydrogène vert, non pas deuxième ou troisième, mais leader, ce qui veut dire premier. Quel est le rôle de l'État? Est-ce qu'il investit dans le projet? Comment que ça se passe sur cette partie-là? Effectivement, on voit, Alexis l'a mentionné, après le plan Hulot de 2018, qui était déjà un premier signal politique fort, on a eu une stratégie en septembre 2020 qui s'est montrée assez ambitieuse, qui nous place quand même dans le peloton de tête des États qui investissent avec de l'argent public, donc plus de 7 milliards d'euros. Il y a différents outils qui sont mis sur la table avec des objectifs chiffrés de déploiement, donc 6,5 gigawatts d'électrolyse à 2030 pour décarboner 680 000 tonnes, avec des axes identifiés, c'est-à-dire majoritairement décarboner les usages industriels, développer des nouveaux usages industriels, développer la mobilité principalement intensive, lourde et forte puissance, et puis investir encore dans la R&D et l'innovation. Et puis il y a aussi un axe qui n'est pas oublié, c'est le développement des compétences de la filière pour pas créer de goulets d'étranglement en aval. Donc les différents outils, Alexis en a cité un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu d'abord des appels à projets de l'ADEME, soit pour des briques techno, soit pour des écosystèmes qui mêlent acteurs publics, et en particulier collectivités territoriales et acteurs industriels dans le cadre d'écosystèmes territoriaux. Et cette notion-là, elle est fondamentale, on pense, nous, en tout cas dans le déploiement de l'hydrogène en France. Il y a un outil qui s'appelle IPCEI, qui est un outil européen. Donc, IPCEI, c'est l'acronyme anglais de Projet important d'intérêt européen commun. Donc là, la France a un rôle assez proactif aux côtés d'autres partenaires. En deux mots, la logique du projet important d'intérêt européen commun, c'est de permettre à l'État
français de financer la R&D ou des premiers déploiements industriels pour des champions identifiés en France en dérogeant aux règles habituelles sur les aides d'État, c'est-à-dire de donner des financements qui sont extrêmement intéressants, des subventions très intéressantes à des acteurs industriels identifiés dans une logique pan-européenne. Je développerai après si vous le souhaitez. Il y a eu évidemment des soutiens aussi en fonds propres côté BPI et puis un mécanisme extrêmement important pour le développement de l'hydrogène qu'Alexis a cité, c'est un mécanisme de soutien à la production, puisque au-delà des CAPEX, il y a l'idée de soutenir la production d'hydrogène et en particulier de faire baisser rapidement le prix de l'hydrogène renouvelable bas carbone par rapport à l'hydrogène fossile. Et la différence de coût entre les deux doit être prise en charge par l'argent public. Donc c'est ce mécanisme de soutien à la production qui est en cours d'élaboration, qui devrait être en place l'année prochaine, qui est assez important. Et donc au total, il y a déjà à la fin de l'année, le gouvernement dit qu'ils auront déjà engagé presque 2 milliards sur les 7,2 milliards. Et donc on voit oui qu'il y a une volonté très nette. Après, il faut de la visibilité sur le long terme pour les industriels. Il y a besoin de faire des gros efforts, en particulier sur la mobilité, très rapidement. Enfin voilà, on a quand même des enjeux de passage à l'échelle, Alexis l'a dit, dans un délai extrêmement court. Je notais tout à l'heure ce que disait Alexis, justement qu'en Allemagne, il y avait de gros projets. Est-ce que nous, on a des projets assez ambitieux? Est-ce qu'on n'est pas peut-être avec des projets de 5 bus par là, 10 bus par là? Enfin, j'exagère, mais est-ce qu'on a des projets suffisamment ambitieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors, j'ai peut-être mal compris ce qu'il a dit. Non, il y a effectivement des projets ambitieux. D'abord, Christophe l'a dit, il y a des PME qui émergent comme des champions industriels. Il y a des entrées en bourse qui ont été remarquées, McPhy, HRS, Hydrogène de France. Il y a pas mal d'annonces d'investissements qui se multiplient. Il y a des usines de fabrication de composants et d'équipements qui sont en train d'émerger partout, à Belfort, à Béziers, en Alsace, à Grenoble. Enfin, je vais pas citer partout, mais sur les piles, les stations et les électrolyseurs, les réservoirs ou les véhicules. Donc, il y a quand même un passage à l'échelle d'un point de vue industriel qu'on commence à voir se dessiner. Et après, il y a effectivement des grands projets d'écosystèmes qui se mettent en place. Voilà. Simplement, en effet, il faut avoir en tête qu'il faut créer de la valeur sur le territoire français, et ça doit être une boussole par rapport à effectivement aux investissements publics passés qui ont pu être dévoyés, si on pense notamment aux investissements dans le panneau solaire, etc. Mais en effet, il faut avoir une politique industrielle qui valorise le Made in France ou le contenu local des projets, et on constate dans la dynamique territoriale des projets qui se met en place cette volonté de favoriser la dimension territoriale, la dimension française des projets. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a environ aujourd'hui 240 projets hydrogène en cours de déploiement. Donc bien sûr, il y a des projets avec 5 bus par-ci par-là, mais il y a quand même une logique de structuration qui se met en place. Oui, donc en fait, on doit éviter les erreurs quelque part qu'on a connues tous dans le solaire. Et à vous écouter, il y a quand même 250 projets, ça fait quand même un gros jeu de Lego. Il va falloir peut-être les rassembler entre eux, les structurer. C'est ça, tous ces projets. C'est un peu une de vos missions. Nous, ce qu'on a identifié, on a sorti une étude là en septembre, on a identifié que 85% de la demande en France se localise dans 7 grands bassins. Alors, tout n'est pas les bassins, c'est des logiques d'approvisionnement, des logiques de chaîne de logistique. C'est pas là où tout se passe et puis rien à côté. C'est pas ça la logique. Mais néanmoins, on constate quand même qu'il y a une dimension territoriale très forte. On constate également à la maille régionale, qui est une maille très importante du déploiement, que 12 régions, enfin toutes les régions métropolitaines quasiment ont leur feuille de route avec des financements associés. Donc, on voit en effet que il y a une logique de consolidation au niveau des territoires qui est à l'œuvre. Justement, Christophe Schramm, je me tourne un petit peu vers vous. Vous avez l'impression que l'État, il est là, il vous a soutenu? Alors, je pense absolument qu'on peut dire, je le disais déjà, par l'ambition de la stratégie et aussi par les nombreux soutiens qu'on a reçus jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on est très bien soutenu. Et c'est vrai, bien sûr, au niveau de l'État, c'est vrai aussi, je pense, au niveau de la région, de la métropole, pour ce qui concerne le Grand Lyon, voire même des municipalités qui nous accueillent
pour nos sites aujourd'hui et nos sites demain. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller au-delà? Je pense, comme le disait Christelle, comme le disait Alexis, mais il faut passer à l'échelle. Ça, c'est un énorme défi. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. L'urgence climatique est là. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le démontrer. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu là aussi de massification quelque part des dispositifs. Et j'incite, en tout cas, je pense que c'est nécessaire qu'on aille au-delà des mécanismes qui ont été mis en place, les écosystèmes territoriaux notamment, qui restent quand même assez morcelés et en tout cas, vu d'un industriel, ne donnent pas aujourd'hui la visibilité suffisante pour ensuite tirer toute une chaîne de valeur. Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, une pile à combustible, c'est entre 200 et 300 composants. Ça vous donne une idée du nombre d'acteurs avec lesquels nous sommes en train de travailler pour les faire monter, eux aussi, en compétences, en capacité, parce que nous sommes justement en train de passer du petit acteur qui travaillait avec des fournisseurs, disons, de start-up à un acteur automobile de plein droit avec des fournisseurs automobiles. Et donc là, il y a un gros défi. On va revenir sur cette partie-là, c'est la dernière partie, justement, les compétences, est-ce qu'on les trouve? Mais juste pour conclure, Christelle, est-ce qu'on a, j'ai noté donc ce que vous avez dit, des aides de l'État, du privé, des régions, l'Europe. Est-ce qu'on a une cartographie un petit peu de ces financements? Est-ce qu'il y a moyen de savoir où on en est sur le sujet? Oui, alors en tout cas pour ce qui concerne les appels à projets de l'ADEME, il y a un décompte qui est fait. Hein. On voit qu'il y a presque 300 millions d'euros qui a déjà été attribué pour des projets dans le cadre des appels à projets de l'ADEME. La DGEC au niveau du ministère de la Transition écologique considère qu'on va sortir avec aussi les projets d'intérêt européen commun que j'ai mentionné, les IPCEI, les 2 milliards qui étaient prévus dans le cadre de France Relance. Donc oui, on peut cartographier. Après, ce qui est important, c'est ce que disait Christophe, c'est-à-dire que il y a en effet la massification des projets dans le cadre des écosystèmes structurants, et c'est ces écosystèmes qui constituent le fer de lance de la massification. Ils peuvent atteindre, si en effet ils sont pas disparates ou morcelés, une taille suffisante pour assurer la viabilité d'un bassin d'emploi induit. Et cette massification de projets, elle doit entraîner, c'est ça l'enjeu, l'industrialisation des solutions de la filière. C'est-à-dire qu'il faut, si on industrialise par la commande, notamment la commande publique, mais pas seulement, hein, l'achat groupé aussi, les logiques d'achat groupé, on va pouvoir soutenir des nouveaux champions, c'est-à-dire permettre de faire émerger des équipementiers spécialisés, réorienter des activités historiques, entraîner des sous-traitants, hein, c'est ce que mentionnait Christophe, vers des nouveaux relais de croissance. Donc l'enjeu, c'est vraiment de coordonner, donner cette visibilité aux acteurs industriels pour permettre la baisse des coûts et puis l'accélération de l'industrialisation. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour nous l'intérêt, et avec nos 360 membres qui composent aujourd'hui France Hydrogène, on s'attache à étoffer un peu la chaîne de valeur, c'est-à-dire la chaîne de valeur industrielle de l'amont à l'aval, et permettre cette mise en relation qui va effectivement structurer le tissu économique en France aujourd'hui. Enfin, demain. Donc, quand on est membre de France Hydrogène, quelque part, on a des informations sur cette cartographie des financements. Oui, bien sûr, on en est. En fait, nous, on est au secrétariat du Conseil national de l'hydrogène. À ce titre-là, on fait plusieurs choses. Bon, d'abord, on est très bien informés, mais également, nous, on fournit des indicateurs de suivi de la stratégie nationale hydrogène. Donc, on opère un suivi assez précis, en effet, de la mise en œuvre de l'argent public et des objectifs qui ont été fixés. Alors, vous parliez des sous-traitants, justement. On arrive sur la dernière partie, qui est la partie des compétences. Il y a beaucoup de sous-traitants aujourd'hui qui travaillent pour l'automobile, l'aéronautique ou autre, qui entendent parler d'hydrogène. C'est un nouveau marché pour eux. Ils savent pas comment se situer. Qui peuvent contacter? Ils s'appellent France Hydrogène. C'est un relais pour eux? Alors, nous, on constate au sein de France Hydrogène que de plus en plus d'acteurs qui, effectivement, sont pas historiquement du cœur de métier de l'hydrogène, se tournent comme relais de croissance vers la filière hydrogène, parce que c'est une opportunité. Je pense à des acteurs industriels qui font des pompes, qui font des vannes et raccords, qui font, il y a une multitude de composants ou d'équipements qui peuvent se tourner aussi vers la filière hydrogène. Alors non, c'est pas la peine de m'appeler moi. Par contre, on a mis en place des délégations régionales. On a 12 délégations régionales de France Hydrogène. Et pour une PME ou pour un acteur industriel qui veut se diversifier ou trouver un peu de nouveaux relais de croissance dans l'hydrogène, peut se tourner vers des délégués régionaux de France Hydrogène et intégrer un écosystème localement. D'accord.
Mais Christophe Schramm, vous avez commencé à en parler un petit peu des sous-traitants, parce que le président de la République l'a dit, le ministre l'a aussi dit, si c'est pour avoir des sous-traitants et sous-traiter hors de France, c'est pas vraiment l'objectif. Mais pour ça, est-ce que vous trouvez chaussure à votre pied? Visiblement, ça avait l'air compliqué à vous écouter. Oui, c'est pas évident pour tous les composants de notre système. Il y en a beaucoup, certains plus stratégiques que d'autres. Je pense qu'il y a certains composants qu'on a du mal à sourcer aujourd'hui sur le territoire français, voire même en Europe. Il faut bien le reconnaître. Donc, c'est pas juste un enjeu pour la France. Je pense que là, il faut penser aussi européen. Pour ne citer qu'un exemple qui est très important, qui est la membrane, qui est donc le cœur de la cellule de la pile à combustible. Aujourd'hui, il n'y a que très très peu d'acteurs au monde qui savent la faire. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu stratégique qui dépasse Symbio, bien sûr, mais qui est important, je pense, pour la filière française et européenne. Ça veut dire qu'il faudrait presque créer ou organiser une filière de sous-traitants dédiée à l'hydrogène? Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, clairement. Enfin, dédié, pas nécessairement, mais en tout cas, on essaye, bien sûr, de faire levier sur les sous-traitants de l'automobile, parce qu'il y en a quand même il y a un très beau tissu industriel Oui. et on essaye de l'utiliser, mais il y a dans certains domaines le besoin, effectivement, de faire émerger les nouveaux acteurs, ou en tout cas de faire basculer les acteurs existants vers les composants, les sous-composants qui sont clés pour nous. Et on a bien sûr aussi après une stratégie partiellement d'intégration de certaines de ces compétences pour assurer notre chaîne de valeur. Alexis, j'imagine que vous avez travaillé également sur le sujet, parce que demain, en fait, l'enjeu demain, c'est qu'on a des usines aujourd'hui qui fabriquent des moteurs thermiques, des bougies, des usines qui fabriquent des culasses, des fonderies. Comment on va basculer vers ce nouveau marché? Effectivement, c'est un enjeu important, hein, et qu'on a connu sur d'autres filières décarbonées, hein, la question de l'évolution des compétences, et c'est un enjeu qui nécessite d'avoir de la visibilité, de pouvoir travailler dans le temps, sur la formation continue, enfin, beaucoup de dispositifs. Et à nouveau, c'est très important d'être dans le bon timing, pas être prêt trop tôt et pas trop tard non plus. Et donc pour ça, il faut de la visibilité, il faut de la stabilité dans les politiques publiques. Et c'est le même élément qui sera clé d'ailleurs pour permettre d'avoir un vrai développement industriel. Si on veut avoir des gigafactories, et je pense qu'on en aura plus que 2 d'ici 2030 d'ailleurs, il faut avoir cette visibilité, cette stabilité, et ne pas répéter les erreurs qu'on a pu faire sur certaines filières renouvelables. Et Christelle, on a un référentiel là-dessus, sur les métiers. Je crois que vous travaillez sur le sujet, c'est ça? Oui, bah c'est ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est-à-dire qu'on va faire face à des besoins importants en termes de compétences pour maîtriser, maintenir, pour assurer la sécurité des technologies liées à l'hydrogène. Donc, ça permet effectivement d'envisager des nouveaux métiers ou de maintenir des métiers qui peuvent se reconvertir. Donc, nous, on a identifié dans notre étude l'an dernier qu'on allait pouvoir, à 2030, générer 50 000 à 100 000 emplois directs, indirects ou maintenus. Voilà. Et donc, ça concerne toute la chaîne de valeur, du transport au stockage et à la distribution d'hydrogène, les usages dans l'industrie, etc. Et donc, dans ce contexte-là, on a publié un livre blanc, un référentiel des compétences et métiers. On a identifié pas moins de 84 métiers associés au secteur de l'hydrogène. Donc, je vais pas les citer, hein, mais on peut parler d'électronicien de puissance, de tuyauteur canalisateur, d'ingénieur mécatronique, pardon, etc. Donc, il faut, nous, ce qu'on constate, et c'est un peu ce que je pense dit Alexis, c'est-à-dire que il s'agit pas de créer de toutes pièces des nouveaux métiers ou des formations, mais il faut colorer souvent à l'hydrogène, si on peut dire, donc spécialiser en fait des formations existantes, ou alors permettre dans le cadre de la formation continue d'aider les salariés à se déployer sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et Christophe, je vais terminer par vous. Vous avez un problème de votre côté là-dessus sur les compétences, les métiers. Vous trouvez ces compétences pour le futur? Comment vous faites? Ouais, écoutez, nous, on a pris les devants. D'une certaine manière, on a créé la Symbio Hydrogen Academy, qui est, je dirais, assez unique en son genre en France, probablement même en Europe, et qui vise à former
nos employés, nos futurs employés, les employés de nos partenaires, de nos fournisseurs, voire même de nos concurrents. On pense écosystème et on veut justement, comme le disait Christelle, on veut faire monter en compétences sur certains métiers qui sont vraiment spécifiques à l'hydrogène. Je pense notamment à l'électrochimie, qui est un domaine où il y a peu de formation aujourd'hui et qui sont pourtant des compétences qui sont clés. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si certains industriels cherchent à se lancer dans ce domaine, peut-être que notre académie est une bonne porte à laquelle frapper. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. On s'aperçoit que la France n'est pas trop mal placée, mais il faut pas rester sur nos acquis. Il faut avancer. Et puis, j'ai bien compris qu'il fallait penser au Gigafactory et aller encore plus loin. Donc, c'est un bon début. On suivra ça de près. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Arnaud Chandiou. Bonjour Guy. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors déjà, on va parler engrenage aujourd'hui. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous donner, j'ai envie de tout savoir sur vous, les quantités, les tailles, les poids, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'engrenage? Alors, chez nous, nous sommes spécialistes de tout type de taillage d'engrenage. Voilà, il faut savoir que en France, beaucoup de tailleurs d'engrenage sont spécialisés dans un domaine, ça peut être soit dans le plastique, soit dans le petit, soit dans le très gros. Ici, nous sommes dans le généraliste de l'engrenage, c'est-à-dire que nous sommes capables de tailler quasiment tout ce qu'il y a des dents. Donc, en termes de taille, on va du 10 mm jusqu'à 1 mètre de diamètre, en passant par des modules de 2 à 16. Je vous montrerai un petit peu dans l'atelier ce que ça représente. En termes de longueur, sur tout ce qui est pignon arbré, donc tout ce qui est arbre, on va jusqu'à 2,50 m de longueur. Et puis après, en poids, on peut ici jusqu'à quasiment 1,5 tonnes, donc nos capacités de levage. Et en quantité, je peux avoir une pièce, 100 pièces, 1000 pièces, 10 000 c'est l'éventail, il va de où à où? Alors, nous, on est spécialisé dans la pièce unitaire et la petite série. Alors, on peut faire en série jusqu'à, admettons, 400, 500 pièces. Tout va dépendre. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. En fait, ce qui va déterminer la possibilité de faire les pièces, c'est surtout la difficulté et la technicité de ces pièces-là. C'est-à-dire, plus il va y avoir d'opérations, plus les pièces vont être techniques et plus on va avoir, on va dire, des charges de machines dans l'atelier importantes. Et donc, on va être bloqué, nous, au niveau de nos pièces unitaires. Donc, on ne peut pas prendre toutes les séries de pièces, en fait. Ça va être du cas par cas. Sinon, nous sommes spécialisés dans la pièce unitaire, sur mesure, suivant plan ou suivant modèle. Voilà. Et le marché, c'est lesquels? Alors, quels sont les marchés? J'imagine que ce n'est pas les grandes séries automobiles, du coup? Alors, on en a un petit peu, mais pas de la grande série automobile. On travaille effectivement avec l'automobile, mais nous, on travaille avec le prototypage. Voilà. C'est-à-dire qu'on va fabriquer leurs premières pièces et qui, eux, après, vont être fabriquées chez eux en grande série. Voilà. Sinon, nos marchés à nous, c'est de la pièce de maintenance, c'est de la pièce de stock, c'est de la pièce de réparation, donc dédiée au service maintenance principalement, surtout dans tout le domaine de l'industrie. Et après, nous avons des secteurs très ciblés. Alors, j'en prends quelques-uns. Par exemple, les cimenteries, ça peut être donc tout ce qui est environnement, les papeteries, les imprimeries. Ensuite, on va avoir aussi, par exemple, la voiture ancienne, donc tout ce qui est restauration de véhicules, avec de la pièce spécifique qui n'existe plus, qui n'existe pas, que l'on ne trouve plus aujourd'hui, ni sur des pièces modèles, etc. Et puis après, on a un petit peu de clients particuliers, mais nous avons surtout principalement du client industriel, comme je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire que la crise de Covid, vous êtes impacté, j'imagine, comme tout le monde, mais peut-être pas trop, parce que vous parlez de maintenance, vous parlez de pièces dans les cimenteries. En fait, tout ça, ça a continué, le business a continué à tourner là-dessus. Alors, il faut savoir que dans notre métier, effectivement, étant donné qu'on travaille beaucoup avec la maintenance, plus le pays est en crise, plus les entreprises réparent. Donc forcément, nous sommes plus souvent sollicités. Donc effectivement, en période de crise, nous avons du travail. Après, il y a eu quand même un effet, moins important que chez certains de nos confrères, mais on a eu quand même un petit effet Covid qui a été malgré tout compensé par, on va dire, un marché spécifique sur l'armée qui nous a bien aidé cette année-là, tout à fait. Mais sinon, dans notre métier à nous, particulier dans notre entreprise, étant donné qu'on travaille beaucoup avec la maintenance, effectivement, on a beaucoup de travail.
Ça veut dire qu'un marché hyper concurrentiel, quand même, comme le taillage d'engrenage, on arrive en France à en vivre? Alors, oui, c'est pas très concurrencé. Nous sommes quelques-uns. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a d'autres tailleurs d'engrenage, mais qui taillent pour leur propre fabrication. Nous, notre particularité, c'est que nous fabriquons des engrenages, mais pour tous nos clients. Voilà, nous n'avons pas de produits propres à fabriquer. Donc c'est pour ça que nous taillons en fait toutes sortes d'engrenages. Et ce que l'on fait nous n'est pas très concurrencé par rapport à d'autres métiers. Et donc, enfin surtout en France. Hein, après, il y en a quelques-uns en Italie, il y en a quelques-uns en Allemagne, mais dans notre secteur à nous, nous ne sommes pas très nombreux en France. Et comment progresser pour une entreprise comme la vôtre? Parce que vous parlez de la France, ça veut dire que vous êtes obligé de rester régionalement sur la France. Comment on peut s'étendre quelque part? Alors effectivement, nous restons sur la France pour deux raisons principales. La première, c'est un peu la barrière de la langue quand même, malgré tout. Et la deuxième, c'est surtout, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, nous fabriquons de la pièce unitaire. La pièce unitaire, on ne va pas aller vendre une pièce, par exemple, en Allemagne, en Chine, en Grèce. Voilà, ça reste quand même sur du marché national. Bon, comment on peut s'étendre? Alors, on peut encore s'étendre dans notre métier. Bon, même si aujourd'hui nous fabriquons tout type d'engrenage, on peut quand même malgré tout se spécialiser sur d'autres choses, notamment peut-être sur la moyenne série, voilà, qui pourrait, à condition d'investir également, puisque sur le parc machine que l'on a aujourd'hui, même s'il est performant et moderne, on ne peut pas aujourd'hui faire de la moyenne série, puisque bon, sinon ça bloquerait tout le reste de la fabrication. Mais ça peut être une idée de développement, comme aussi intégrer d'autres process dans notre chaîne de fabrication, comme le traitement thermique, qui nous permettrait après d'acquérir d'autres marchés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a une réflexion d'investissement qui est en cours chez vous aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, quand on parle d'investissement, qu'est-ce qui vous manque pour investir? C'est du foncier, de l'argent, des soutiens, des compétences. Qu'est-ce qui manque? En fait, c'est un ensemble de tout. Pour investir, vous savez, c'est comme quand on apprend à marcher, il y a des pas à faire les uns après les autres. On ne peut pas investir comme ça du jour au lendemain en disant tiens, j'ai une idée, je vais investir. Non, il faut, comme vous disiez, tout ça ensemble. Des compétences, des aides, un peu d'argent, des idées aussi, une bonne idée de marché, hein, parce que bon, on peut pas investir comme ça n'importe comment. Il faut quand même que derrière ça soit rentable. C'est tout un ensemble de choses. Il faut de la place, voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui avancent au fil du temps, au fil des années, et puis voilà. Alors nous avons toujours appris à progresser tranquillement, mais sûrement. Voilà. C'est-à-dire que c'est une entreprise familiale qui existe depuis 40 ans. Et nous sommes aujourd'hui, vous voyez, 39 collaborateurs. Donc on peut dire que nous avons une marge de progression de 1 collaborateur tous les ans et plus à chaque fois, bien sûr, du matériel moderne et compétitif, hein, puisqu'il faut rester quand même compétitif. Donc il faut investir dans du matériel moderne. C'est ce qu'on va aller voir d'ailleurs. On va peut-être aller faire la visite. Juste une dernière question. J'étais en train de penser, les engrenages, quelles ont été les dernières évolutions? Peut-être pas sur l'engrenage en tant que tel, mais peut-être plus, est-ce qu'on arrive à le suivre? Est-ce qu'on a une traçabilité? Quelles sont les dernières évolutions dans ce domaine-là? Alors effectivement, dans les entreprises aujourd'hui, avec tous les logiciels que l'on a, on peut, comme chez nous, nous traçons nos engrenages de la réception de la matière, même de l'enregistrement de la commande, jusqu'à la facturation. Donc pour ça, nous sommes équipés d'une GPAO, gestion de production assistée par ordinateur, depuis des années. Et donc toutes nos pièces, toutes nos affaires sont tracées avec un code barre qui est à chaque fois flashé par les opérateurs de la réception de la matière jusqu'à la livraison et après qui sont repris par le service facturation. Donc on peut remonter, si un client nous donne un numéro d'affaires, on peut remonter toute la traçabilité de la réception du fournisseur. Ok, donc on peut tout remonter. Bah, écoutez, ça va être intéressant. On va partir de l'exemple de la voiture. Tiens, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Une vieille voiture à réparer. J'ai des engrenages à changer. On va aller faire la visite pour voir comment ça se passe. Allons-y. Merci. Je vous en prie. Voilà Guy, on parlait de traçabilité. Donc c'est important. C'est là que commence en fait notre fabrication puisque nos clients envoient toute la partie demande de prix ici au service administratif.
Donc la partie enregistrement, ensuite la partie enregistrement des devis, ensuite après le planning commence ici également, et puis après elles sont en lien avec le service méthode et donc qui prend la suite avant la fabrication. D'accord, ça veut dire que tous les plans vous les avez avant ou Alors oui, effectivement, le client nous envoie les plans ou les pièces modèles. Donc là on est au service méthode. Nous n'avons pas de bureau d'études chez nous en fait. Tout ce que nous fabriquons, encore une fois, appartient au client. Les méthodes ici, c'est en premier, quand les commandes arrivent, sont enregistrées, passent par les mains de Jean-François au niveau des achats, la partie achat au niveau outillage, matière, enfin tout ce qui touche à la production. Guillaume, lui, est à la fois soutien technique au niveau de la production, responsable prod, et à la fois soutien technique au niveau des clients qui ont besoin de renseignements avant d'envoyer une demande ici chez nous au niveau de la fabrication. Ça peut être pour un type d'engrenage, un type de denture, un calcul de cote, etc. etc. Et donc si j'arrive, moi je vous envoie cette pièce-là, voilà, comment vous la redessinez? Alors, on ne redessine rien en fait. On va prendre des cotes, je vous montrais tout à l'heure sur une machine de contrôle. Donc tout est, on va dire, c'est du rétro-engineering, mais en fait il n'y a rien de redessiné. Voilà. On va prendre les codes seulement. Et après, on va donner les indications aux techniciens à la fabrication et c'est eux en fait qui vont adapter en fait l'usinage par rapport à ce qu'on va leur donner. D'accord? Mais ici on ne refait pas de plan. Une fois que les commandes sont passées entre les mains de ces messieurs, donc ensuite elles partent en production. Comme vous pouvez voir, notre atelier il est organisé de façon à ce que en fait ça soit la pièce qui suit l'atelier et non pas l'opérateur qui fabrique une seule pièce. Vous voyez, par exemple, pour fabriquer un engrenage, l'ordre logique, c'est débit, tournage, taillage, traitement, rectif denture. Ici, nous avons non seulement ça, mais en plus d'autres opérations. Donc, on a placé aussi les autres opérations de façon à ce que la pièce ait un flux dans l'atelier logique. Voilà, pour éviter qu'elle fasse des allers-retours. Alors, chez nous, on part systématiquement de matière brute. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui est au départ, c'est de la matière brute, il n'y a pas de forgé, c'est dans de la barre. Toutes nos pièces sont classées avec un délai, un nom de client, etc., un numéro d'affaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Et après, donc, au service débit, donc on prépare les débits. Alors là, on a toutes les petites pièces. Et après, quand c'est de la grosse pièce, on est obligé de les laisser sur les palettes. Donc là, on a un stock matière. C'est compliqué à ranger, la matière. Ici, on a, parce que bon, on a beaucoup de stock quand même. On stocke jusqu'à 330 mm de diamètre, vous voyez, sur des gros morceaux comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, tout est enregistré dans l'ordinateur. Donc on sait quelle matière on a, quelle longueur, etc. bien sûr. Et après, donc chaque numéro de chaque matière a un CCPU avec un numéro de coulée, etc. etc. Et ça, c'est enregistré à chaque fois. Demain, je vous passe une commande, vous avez de quoi répondre à 95%. Tout à fait, 95%, on a toute la matière ici en stock. Après, on ne saura pas répondre en urgence sur des gros morceaux comme ceux-là. Voilà. Mais sinon, sur la plupart des autres pièces, on a du stock. Il faut savoir qu'ici, on a 95% d'acier. Après, on a un peu d'alu, un peu de bronze, un peu de laiton, un peu d'inox. Mais tout ce qu'on usine, c'est de l'acier principalement. Et les aciers, il y a à peu près une trentaine de nuances différentes. On en a 5-6 courantes. Bon, du 16NC6, des aciers de cémentation, de l'XEC, de 35NCD16, du CD4, etc. Ça, c'est les principaux. Et puis après, on a quelques aciers particuliers pour des clients un petit peu spécifiques. Au niveau du tournage, comme vous pouvez voir, bon, on a toujours un ou deux tours traditionnels parce qu'il y a toujours des retouches. Nos opérateurs chez nous sont tous des opérateurs professionnels, autonomes. C'est-à-dire qu'ils ont la gamme de fabrication, leurs plans, leurs machines, leurs outils. Voilà, leurs moyens de contrôle atelier, si on ira voir après le contrôle final. Et donc chaque opérateur usine lui-même sa pièce. Nos collaborateurs sont polyvalents, peuvent aussi bien usiner sur le Delta 800 ici, donc de la grosse pièce, que de la pièce plus petite. Donc sur de la pièce, on va dire un petit peu plus petite, mais sinon le principe est le même. Ici, on ne met pas de plan dans les machines. Les machines, c'est uniquement de la programmation de profil. La seule machine où on peut mettre des plans, c'est celle-ci. Voilà, parce que là, celle-là, elle a un modèle 3D. Donc, bon, c'est une machine très récente et très moderne. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des tours multifonctions. Vous voyez, bon, là, on est en train de faire du taillage dessus. Là.
Voilà. Donc c'est des centres, en fait c'est des tours qui font à la fois de l'usinage 5 axes, donc ça fait du fraisage, on peut faire du taillage. Bon, là c'est du taillage en balayage, mais voilà, parce que là on a un profil particulier, donc on le fait ici, ça évite en fait d'acheter une fraise mère pour faire sur le taillage traditionnel. Donc là après le tournage, entre le tournage et le taillage, on a ce qu'on appelle des opérations intermédiaires. Alors ça peut en être une. Alors il faut savoir que ça c'est une mortaiseuse. Donc le principe de la mortaiseuse, c'est faire des rainures clavettes, forcément. Nous ici, on a équipé notre mortaiseuse d'un plateau numérique. Donc ce qui nous permet de faire du brochage. Donc là on a, en fait, vous voyez par exemple les petites séries là, on les met le soir. La journée, étant donné qu'on a un opérateur qui utilise le tour, le robot on ne le met pas en route. Par contre le soir, quand les opérateurs s'en vont, on prépare les pièces sur la table et on va préparer le robot et le robot il va tourner la nuit lui. Ça veut dire que vous tournez en 1/8 avec les salariés, par voilà. contre, 24 heures sur 24. Quasiment. Bah, quand on a les pièces pour, oui. Le robot, il charge la mortaiseuse. Il peut charger le tour aussi. En fait, on a fait un mixte. Soit le tour, soit la mortaiseuse, soit des fois les deux. Et donc, ça nous permet de pouvoir faire de la petite pièce comme ça, on va dire en 3/8 si on veut. Après, nous avons ce qu'on appelle les opérations intermédiaires. Donc, sur un engrenage, vous avez quoi? Vous pouvez avoir des rainures de clavettes, vous pouvez avoir des perçages, des contournages, des lumières. En premier, nous avons 2 machines au fil, électro-érosion. Vous connaissez le principe, hein? Donc là, on usine des clavettes et aussi du brochage sur tout ce qui est bien sûr matériaux conductibles et sur tout ce qui est pièces unitaires et avec de la grande précision. Ensuite ici, donc on a deux centres d'usinage. Donc alors, bon là, on fait une opération différente du taillage, mais bon, c'est un complément pour un client. Et puis, on a un autre centre avec un 4e axe pour faire tout ce qui est des plats, des trous à 120 degrés ou à 180, etc. Donc là, on arrive dans l'atelier de taillage. Donc ça, c'est en gros l'opération après les opérations intermédiaires. Alors, vous voyez, ça, c'est les pièces modèles. Voilà. Là, on est dans l'atelier uniquement de taillage. Donc ici, vous avez 3 secteurs. Vous avez le secteur numérique, fraise-mère. Ensuite, vous avez le secteur traditionnel fraise-mère. Et au fond, vous avez tous les couteaux. Alors, le taillage, petite explication. Ici, c'est ce qu'on appelle un usinage de forme. C'est-à-dire que c'est la forme de l'outil qui va déterminer la forme de la dent. Okay, donc, sur une fraise-mère, vous avez la fraise, on va voir la fraise qui tourne et donc qui va tailler les dents. Ensuite, sur le couteau conique, pareil, sauf qu'au lieu que ce soit une fraise, ce sont des couteaux, des lames. Et après, vous avez les couteaux horizontaux et les couteaux verticaux. La difficulté du taillage, voilà, il faut beaucoup de machines, parce que chaque pièce est différente. Et donc, à chaque taillage, on ne peut pas utiliser la même machine chez nous. Ceux qui font de la série, ils ont toujours la même machine pour faire la même pièce. Nous, c'est différent. On a énormément d'outils et on a beaucoup de machines pour pouvoir tailler plein de pièces, en fait. Plein de pièces différentes. D'accord? Donc là, même principe, nos opérateurs sont autonomes. Donc là, ils sont en train de faire le montage pour tailler des pièces, voilà. Donc là, il est en train de mettre les pinces. Après, il va mettre sa fraise. Voilà. Puis après, il va mettre sa pièce, et ainsi de suite. Alors après, il faut tout centrer, hein, parce que le taillage, l'important, c'est que ça tourne à 0. Donc il faut bien centrer le montage pour que la pièce soit conforme. Ça, c'est le montage. Donc monsieur a mis une pince dedans pour pouvoir prendre la pièce. Ce que vous voyez là, c'est la fraise mère. Donc c'est la fraise qui tourne, la pièce qui tourne également, et la rotation des deux va permettre d'usiner les dents. Donc là, on est sur une tailleuse traditionnelle où on peut tailler jusqu'à 1 mètre de diamètre. Donc là, on fait du taillage fraise mère. Donc la fraise, elle est derrière. Là, ici, c'est le taillage couteau pour faire des coniques droits. Alors, on l'utilise beaucoup pour faire des pièces unitaires ou 2 pièces. Voilà, dès qu'on a de la série, par exemple, si vous avez 50 pièces à faire, c'est pas chez nous. Il faut être équipé autrement. Après, on peut faire 10 pignons coniques, mais il ne sera pas fait sur cette machine. On va le faire après sur du numérique. C'est un peu plus long, mais après, on fait tourner la nuit, quoi. Voilà. Donc là, on a des machines couteau horizontales. Alors, le principe du couteau, donc ça, c'est l'outil, hein, c'est un peigne. Donc là, on vient tailler horizontalement. Et le principe, c'est qu'on puisse s'arrêter sur un épaulement.
Mais par rapport à une fraise mère, si on vient tailler avec la fraise mère, on va venir tailler l'épaulement derrière. Alors que si on utilise un couteau, on va s'arrêter au bord de l'épaulement. Là, c'est le même principe, mais en vertical. Vous voyez, c'est comme la mortaiseuse, sauf que là, bon, bah, vous allez tailler une couronne entière. Une fois que les pièces ont été taillées, on les envoie au traitement thermique. Donc là, c'est la seule chose qui n'est pas fait chez nous. Donc on a des sous-traitants. Et quand les pièces reviennent du traitement thermique, elles sont rectifiées. Ici, en termes de rectification, nous avons trois machines différentes. Nous avons la rectif cylindrique inter-exter, donc pour rectifier tout ce qui est diamètre exter et alésage. Voilà, donc là on a par exemple une capacité d'1 mètre entre pointes, 300 en exter et 90 en inter à peu près. Voilà. Donc machine pareil, numérique. Hein. Et ici nous avons la rectif denture. Alors vous voyez, ça c'est le type de pièce qu'on est capable de fabriquer. Voilà. Donc ça c'est des pièces après qui sont rectifiées et rectifiées en denture. Donc le principe de la rectif denture, vous avez une meule de forme qui est sur la machine. En bleu, ouais. Voilà. Ensuite on va rectifier la meule avec un diamant qui est juste au-dessus. Et c'est la meule après qui va venir rectifier le profil de la dent. Voilà. Donc là, bon, c'est une machine, on va dire, bon, déjà très chère, déjà d'une, mais c'est une machine très précise. Et là, sur la rectif denture, on est dans les microns, de façon à pouvoir obtenir des très bonnes qualités de denture. Alors après, une fois que tout est usiné, fraisé, taillé, traité, rectifié, après on va les contrôler. Puisque pour faire un bon engrenage, pour faire un engrenage conforme, il faut aussi pouvoir le contrôler. Donc là, nous avons notre salle de contrôle avec notre opérateur Pablo, qui lui est chargé à la fois de contrôler toutes les pièces qui partent chez nos clients, d'en informer le client si jamais il y a un écart, etc. Et aussi, il est là pour prendre des mesures, comme on disait tout à l'heure, pour faire du rétro-engineering sur des pièces modèles, si jamais un client envoie une pièce modèle pour pouvoir reproduire cette pièce à l'atelier. Alors ici, on a pour contrôler nos pièces, bon, on a notre Tridim, hein, machine de contrôle 3 dimensions avec palpeur 360. Nous avons, alors pareil, ça c'est spécifique à notre métier, mais une contrôleuse de profil. Donc ça, c'est une machine qui va contrôler toute la denture, uniquement la denture. Chez un mécanicien classique, un usineur classique, vous ne trouverez pas ça. Ça, c'est uniquement chez les tailleurs d'engrenage. Donc c'est comme une tailleuse, vous voyez. Vous avez l'entrepointe, le système entrepointe, donc vous mettez votre pièce dedans. Ici, imaginez à la place d'un outil, vous avez un palpeur. Voilà. Et après, c'est une machine numérique. Donc on vient rentrer les informations dans l'ordinateur et après la machine va venir palper. Alors soit une dent, soit 3 dents, soit toutes les dents, en fonction de ce qu'on lui demande. Et elle va nous sortir un rapport complet, normalisé de toute la denture. On a une machine de vision également pour pouvoir contrôler. Alors je ne sais pas si on voit la pièce, voilà, par exemple il y en a une sur l'écran. Donc en fait c'est une machine qui va envoyer une lumière et en fait c'est sur la pièce et une caméra qui va récupérer l'ombre de la pièce. Et en fait c'est cette ombre-là qui est mesurée. Donc c'est ce qu'on voit sur l'écran. Donc il faut savoir qu'ici on mesure l'ombre au micron et demi près. Voilà. Donc il faut que la pièce soit très propre, bien sûr, pour pas qu'il y ait de fluche ou quoi que ce soit. Et donc ce qui est pratique, c'est quand on a des petites séries, pareil petites séries, mais même quand vous avez par exemple 30 pièces de ce type-là à contrôler, bon bah avant il fallait tout contrôler au palmer ou à la cale étalon, etc., ou au tampon, pardon. Alors que là, bah, on passe tout dans la machine et en 60 secondes, toutes les pièces sont contrôlées. Et puis après, bon, on a toute la partie gravage également, hein, puisque bon, laser et micro-percussion. Donc on grave toutes nos pièces, soit le numéro d'affaires, soit le numéro de référence du client. Donc ici, tu vois, c'est là que toutes nos pièces sont préparées pour l'expédition. Donc ça, c'est les pièces qui vont partir. Donc nous avons notre opérateur qui œuvre pour emballer. Alors, c'est très important, l'emballage, puisque des engrenages, ce sont des pièces très fragiles. Donc l'emballage est un poste important chez nous. Tout doit être bien déjà protégé au niveau anti-rouille, etc., etc. Et après, au niveau emballage, les pièces doivent être bien emballées dans du bulle et dans le carton, bien protégées également, pour pas qu'il y ait de problème au niveau du transport.
Si jamais il y a un choc sur une dent, la pièce elle est foutue. Il faut la refaire. Vous voyez? Donc c'est très important. Voilà, donc là c'est ici que se termine la production de nos engrenages et qui partent après directement chez nos clients. Bah écoutez Arnaud Chandu, je vous remercie en tout cas pour cette visite. Et donc si demain j'ai une 2 chevaux à réparer, j'ai un engrenage à refaire. N'importe quelle voiture, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci Guy. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette 4e édition de Global Industrie 360. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 18 janvier prochain, où nous serons sur la 5e édition de Global Industrie 360. Merci à vous.